Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes jeudi 19 décembre 2024 au samedi 21 décembre 2024, selon le moment où vous écoutez Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'écouter à nouveau Jean-Marc Schiappa dans une conférence qu'il a donnée à Tunis en 2018 dans le cadre du colloque international La loi et ou le sacré, qui s'est donc tenu à Tunis les 21 et 22 septembre 2018. Et c'était un colloque organisé par l'Institut de recherche sur les mondes méditerranéens et africains. Cette conférence donc aborde la question de la loi de 1905 et de son application dans les colonies. Je rappelle que lundi dernier, je vous avais proposé d'écouter l'entretien entre Julien Théry, historien et collaborateur de la chaîne Le Média, et Jean-Marc Schiappa au sujet du livre de ce dernier sur Gracchus Babeuf, publié récemment et qui a obtenu le prix Guizot de l'Académie française. Vous pouvez écouter cet entretien en suivant le lien qui vous est proposé sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. Je propose donc maintenant d'écouter la conférence donnée à Tunis en 2018 par Jean-Marc Schiappa. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour Bonjour. l'humanité. Et tout d'abord, merci et bravo pour les organisateurs de ce colloque international qui sera incontestablement une avancée historique dans la compréhension des questions qui nous intéressent. Je dois traiter de la non-application de la loi de 1905 dans l'Empire colonial, respect du sacré ou reconnaissance de la loi. Bien évidemment, le terme empire est utilisé avec emphase, voire antiphrase, pour ne pas dire ironie. Et cette communication, bien plus qu'une vaine tentative d'originalité, va essayer de constituer un élément de synthèse sur le sujet, parce qu'on peut commencer à s'appuyer sur certaines publications dont les références exactes seront données dans le texte écrit. La loi de 1905 est systématiquement présentée, en France et ailleurs, comme une loi de civilisation, de progrès, des Lumières. Or, elle ne fut jamais appliquée dans les colonies que pourtant la France estimait devoir civiliser. Comment et pourquoi ce paradoxe ? L'application de la loi de 1905 pour l'outre-mer avait été traitée lors des débats parlementaires. Bien évidemment, le protectorat excluant de l'administration française les questions religieuses du Maroc et de la Tunisie. L'article qui deviendra l'article 43 sur les dispositions en Algérie et en outre-mer est voté le 30 juin. Et très symptomatiquement, lors de la dernière séance, l'abbé Lemire affirme « Comment faites-vous pour sauvegarder l'ordre public en Algérie ?» L'article 43 stipule « Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. » Le sénateur républicain d'Alger, Paul Gérant, affirme lors des débats, je cite, « Une loi d'un caractère si large, comportant des caractères aussi graves, si elle est bonne pour la métropole, est bonne également pour l'Algérie. » Mais le règlement d'administration publique, autrement dit, un décret pris après avis du Conseil d'État, délègue le problème au gouverneur et pour l'Algérie, au gouvernement général et au ministère de l'Intérieur. Il écarte donc le Parlement. Il a été dit, je cite, que les raisons de contestation de la loi de séparation sont sans doute très souvent non religieuses. On peut aller plus loin. La contestation est systématiquement non religieuse. Et nous verrons que les cas où la religion interfère sont des prétextes, voire des affabulations. Regardons ces attitudes. Elles sont très diverses, ce qui contredit au passage la notion d'empire qui recouvre une certaine forme d'unité législative. On va utiliser, par exemple, les traités internationaux antérieurs à 1905 pour exclure la loi. Ainsi, la convention de capitulation entre le général de Bourmont, ministre de la guerre de Charles X, à la tête de l'expédition militaire, et le dé d'Alger,
comportait l'engagement de la puissance coloniale à respecter le libre exercice de la religion musulmane. Je cite, « L'exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté de toutes les classes d'habitants, leur religion, leur propriété, leur commerce, leur industrie ne recevront aucune atteinte. » 3 juillet 1830, la date est importante. Au Congo, on se range derrière les actes internationaux qui excluent toute possibilité d'application de la loi du 9 décembre 1905. De même qu'en Indochine, où le traité franco-annamite du 15 mars 1874 en matière religieuse ne peut être modifié, disent les officiels, qu'après une entente avec le gouvernement espagnol. À Madagascar, même autorisées, les missions religieuses sont, je cite, simplement tolérées, rendues obligatoires en quelque sorte par suite des clauses de la déclaration de Zanzibar du 5 août 1898. 90, pardon. Et si on voulait faire quelque chose au Cambodge, il faudrait revenir sur l'autorisation que le roi a accordée aux missions par une loi. Cette antériorité va être codifiée systématiquement. Argument proche, les cultes non catholiques pourraient servir d'autres intérêts. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, le clergé craint la séparation parce qu'elle profiterait aux missionnaires protestants soupçonnés de servir les intérêts britanniques. Et la loi ne sera jamais complètement appliquée. Les missions étrangères posent des difficultés de même ordre en Indochine. Cela renvoie au statut des colonies et de leur population, systématiquement considérées comme mineures, dépendantes d'un ou de plusieurs, les traités internationaux, maîtres, mais jamais indépendantes. Un article paru en septembre 1906 dans l'Avenir du Tonkin insiste sur les dangers de troubles religieux. Je cite cet article. « La loi frappera le culte bouddhique. C'est ici que nous toucherons au grotesque et que l'impossibilité d'appliquer la loi apparaîtra. Supprimera-t-on les pagodes, les bonzes dans tous les villages, dans toute l'étendue du Tonkin? Forcera-t-on ces braves Niakoués, qui n'entendent rien à nos subtilités, de former des associations cultuelles pour gérer leur culte? Vouloir agir ainsi, continue l'article, c'est s'exposer à de graves mécomptes. Le jour où les indigènes voudront qu'on touche à leurs pagodes, à leurs dieux, à leurs prêtres, ce sera un soulèvement général. » Il existe d'autres catégories d'arguments. Il faut adapter la loi. Adapter étant un euphémisme pour abandonner. Comment ? On nous dit que la loi est inapplicable parce que tous les cultes ne sont pas identiques, ce qui par ailleurs est en contradiction avec l'article 2 de la loi pour laquelle la République ne reconnaît aucun culte et se trouve donc en peine de les hiérarchiser. Et que le catholicisme, parce que les cultes ne sont pas identiques, représenterait la civilisation. On connaît peu ou mal les autres cultes chez les officiels. En Afrique occidentale française, le gouverneur général Roum, on aura l'occasion de le reciter, saisi de la question, répond que juridiquement rien ne s'y oppose, mais que l'application concrète n'ira pas de soi, car on ne voit pas très bien comment l'appliquer aux deux principales religions que sont l'islam et le fétichisme. Au passage, le fétichisme devient une religion. En Indochine, tout ce qui n'est pas catholique est qualifié de bouddhiste. Je cite encore le gouverneur Roum, « Pour des raisons spéciales, liées à la nature même de la religion islamique, ainsi qu'à la manière dont elle est pratiquée par ses adeptes, on ne saurait assimiler les pratiques et les manifestations diverses de cette croyance au culte tel que nous l'entendons et tel que le législateur l'a envisagé. » On remarquera au passage la distinction entre cette croyance, péjoratif, et le culte, laudatif. En Martinique, l'argument principal du clergé et des anciens colons contre la loi de séparation tourne autour de la difficulté particulière qu'auraient les Noirs, c'est le terme de l'époque, c'est le terme des textes, pour assumer une telle loi. Le catholicisme leur serait indispensable pour accéder un jour à la vraie civilisation, sinon ils risquent de tomber dans les pratiques sauvages que représentent le voodoo, le kemboa et toute autre pratique de sorcellerie. Du coup, la loi de 1905 ne s'applique en Martinique qu'à partir de 1911. Et la civilisation, avec guillemets, passe bien évidemment également par le façonnement des cultes. En 1910, Alfred Le Châtelier, un des
chef de file, une des éminences grises de la Troisième République pour les questions musulmanes, rappelle, je cite, « C'est par l'Algérie que nous avons pris contact avec l'Afrique musulmane. En 80 ans, nous y avons fabriqué un islam unique au monde. Un islam unique au monde fabriqué. » Au passage, sommes-nous loin des tentatives faites en France actuellement et depuis une vingtaine d'années pour, je cite, « fabriquer un islam unique au monde ?» Continuons notre tour du monde. Dans l'établissement français d'Océanie, on ne trouve guère plus d'engouement de l'État français pour l'application de la loi. On ne découvre que des compromis, comme à Mayotte, où les autorités musulmanes sont nommées par le préfet, à Tahiti, où le ministre des colonies propose de reporter l'application de la loi, mais pour des raisons strictement coloniales, finissant par conduire l'administration vers une reprise voilée d'une relation concordataire avec l'Église protestante. Aux Comores, c'est la même chose. En revanche, à l'île de la Réunion, c'est l'Église catholique directement qui voit la séparation comme le retour de la constitution civile du clergé. De la sorte, le combat contre la séparation sera lancé par le clergé et prendra même des allures violentes. Même chose, pas d'application avant 1911. À Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une famille de notables, dont l'un est administrateur de la société La Morue française, l'autre l'ancien supérieur ecclésiastique à Saint-Pierre, et le troisième, frère Legasse, directeur du journal local, qui obtiennent l'inapplication de tout régime de séparation. En Guyane, cas extraordinaire et pour autant jamais cité, c'est l'ordonnance royale du 27 août 1828 qui s'applique et qui s'applique encore de nos jours. Cas extraordinaire, avons-nous dit, n'est-ce pas au contraire la quintessence du système colonial, la preuve par l'absurde? C'est un texte royal au temps de la République. Et enregistrons bien ceci, c'est un texte antérieur à l'abolition de l'esclavage. Comme disait Jacques Vacher, il est de l'essence des symboles d'être symbolique. Et par la suite, nous n'y sommes pas encore, mais par la suite, les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, organisent un financement public du culte dans les colonies, prévoyant notamment une nouvelle catégorie morale, de personnes morales de droit public, notamment les conseils d'administration des missions religieuses. Nous ne sommes pas encore là dans notre examen. Autre argument utilisé par les adeptes, si j'ose dire, de la non-application de la loi, il y aurait une prétendue séparation de faits déjà existantes et qui rendrait la loi inutile, avec deux versions. Ici, on applique qu'elle est inutile, mais on oublie la question de la liberté de conscience. En Indochine, les autorités sur place avaient indiqué qu'il était sans objet d'introduire la nouvelle législation, puisque la séparation de fait existe sur ces territoires. Ni salaire, ni subvention des cultes, ni crédit général inscrit au budget, ni fabrique, ni manse, ni appartenance au domaine de l'État ou de la colonie, locale ou municipale. Les biens sont donc propriété des congrégations. Et en juin 1907, le gouverneur général en Indochine rappelait, en ce qui concerne les cultes, il est inutile d'introduire la loi de 1905, les articles du Code pénal suffisent largement avec quelques additions. Quant aux biens ecclésiastiques, il suffit, je le cite, de contenir dans de justes limites, les acquisitions faites jusqu'à présent. Ernest Roum, gouverneur général de l'AOF, déjà cité, estima que la transposition de la loi de 1905 à l'islam était anachronique. La société coloniale devait préalablement être transformée par un processus de sécularisation. Et par conséquent, seule la proclamation symbolique des principes généraux de la loi semblait opportune. En revanche, la réglementation cultuelle offrant plus de liberté était présentée à la civilisation des populations indigènes. Je cite, « Autant il peut être utile de promulguer des dispositions de principe du titre premier qui traduiront aux yeux de tous la sincérité de nos intentions et confirmeront la promesse de respecter les croyances, les coutumes et les mœurs de nos sujets. Sujets, pas citoyens, ce n'est pas un vocabulaire anodin. Là, on rappelle les principes, mais on les ampute de leur application. Ainsi,
la neutralité politique de l'État en matière religieuse, la liberté de conscience, le libre exercice du culte furent repris dans le décret du 27 septembre 1907 qu'il appliqua à l'Algérie, mais accordait des indemnités aux religieux. Or, les uns ne peuvent être dissociés des autres. Les principes n'existent pas sans les moyens. Un principe sans moyen de l'exercer ne vaut rien. Alors, allons presque à l'essentiel dans les arguments coloniaux. Toujours Ernest Roume. Des raisons d'ordre politique, nous font une obligation de ne pas appliquer aux musulmans la loi du 9 décembre 1905. On verra que les hauts fonctionnaires en Algérie parlent, je cite, de notre domination. Et à propos de l'Indochine, le ministre des colonies écrit, je cite encore, « Il est dangereux pour notre domination de donner aux indigènes, par une promulgation sans réserve, la possibilité de transformer en association légale des sociétés secrètes. » Presque l'essentiel, la question politique. Parce que c'est la question foncière qui est essentielle dans le domaine colonial. Nous suivrons de près l'article remarquable et détaillé de Bernard Durand, que je citerai dans le texte écrit, et qui concerne le problème des missions étrangères. La politique économique de l'État et des colonies a consisté, je cite, à se rendre maître des terres en invoquant au fil des années des prétentions incompatibles avec les droits acquis des populations des indigènes. C'est le principe de la colonisation avec l'utilisation de la religion. Renvoyons à Jomo Kenyatta. Il disait « Lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous avons ouvert, les Blancs avaient la terre et nous avions la Bible. » Dans la plupart des colonies, la séparation de fait, déjà existante ou prétendument déjà existante, rend, je cite, peu intéressante l'introduction de la loi de 1905, alors qu'il serait utile d'y introduire celle de 1901 sur les associations. Pourquoi ? L'accaparement des terres par les missions, d'où le silence du législateur sur leur personnalité civile, est une arme redoutable, parce que l'État ne tend pas à se priver à l'égard des missions du droit relatif au droit des biens. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de droit d'acquérir. Ce fut ainsi le cas à Madagascar, où règne une séparation de fait pour le problème des donations faites aux missions, qui depuis 1896 n'ont pas d'existence légale, mais qui tiennent, pour citer l'article que je viens de mentionner, une grande place au soleil. N'ayant pas la personnalité morale, les donations sont donc inutiles, mais que cela ne tienne. Aussi bien pour le comité consultatif contentieux des colonies ou pour Gallieni, on les traite comme si on les reconnaissait. La situation en Indochine n'est guère différente, et les autorités réalisent l'importance de la richesse foncière acquise par les missions en même temps que le statut original dont jouissent les cultes. Autre problème de foncier, et il est de taille, l'accaparement des biens à bout. Ce n'est pas parce que c'était un rouage musulman, en tout cas pas pour le colonialisme. Il faut l'incorporation au domaine public de ces fondations qui, je le rappelle, servaient à financer les activités religieuses et qui, en Algérie, constituaient la moitié des terres arables. Par l'arrêté du 8 septembre 1830 du maréchal Clausel, ils sont affectés au domaine de l'État. 8 septembre 1830, c'est-à-dire 2 mois avant la convention de capitulation garantissant le fonctionnement de l'islam. Voilà pourquoi il faut un islam, je cite, créé de toutes pièces par l'État colonial, pour reprendre l'excellente expression de Rabert Hachi, je prononce certainement mal, je vous prie de m'en excuser. Mais la loi de 1905 fait voler en éclats tout cet édifice. Il faut détailler. L'Algérie, départementalisée, est un cas particulier mentionné explicitement dans la loi de 1905, ce qui, au passage, renvoie à leurs chères études les ignorants ou les ignares ou les prétentieux qui affirment que l'islam n'est pas concerné en 1905. Que lit-on dans un rapport présenté au gouverneur général de l'Algérie,
début 1907 par André Maginot, oui, le futur ministre de la guerre, l'efficace stratège de la ligne à laquelle il donna son nom. Je cite ce rapport, « Les différences que vous avez pu relever entre la loi et le projet de décret, qui ne sont ni essentielles ni définitives, ont pour but d'approprier la nouvelle législation à la situation spéciale de l'Algérie et de permettre à monsieur le gouverneur général, à qui incombe la responsabilité des intérêts de notre domination, une fois de plus notre domination, de prendre, lorsque les circonstances l'exigeront, les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. » Dans ce texte, entre hauts fonctionnaires, guère besoin de circonvolution, nul besoin de parler de civilisation, il s'agit de préserver, entre guillemets, notre domination. Ce décret de 1907 fut prorogé par les décrets du 19 septembre 1917, du 31 août 1922, du 25 septembre 1932 et sans limite de durée du 19 mai 1941, c'est-à-dire Vichy, et cela durera jusqu'à l'indépendance. La libération n'étant libération que dans un certain nombre de cas. Et il fallut attendre une circulaire de 13 juillet 1909, signée par le président du Conseil, Clémenceau, pour avoir une position gouvernementale sur l'islam algérien. Pour le personnel religieux, l'octroi d'indemnités devait être soumis à l'agrément du gouverneur. De cette façon, pour citer la circulaire, l'action directe que l'autorité supérieure doit conserver sur le recrutement du personnel du culte musulman pourra s'exercer ainsi d'une manière aussi efficace qu'à l'aide d'un véritable droit de nomination, et sans qu'aucune atteinte soit portée au principe de la législation nouvelle. La législation qui expliquait que la République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Mais les principes ne sont pas touchés. Le gouverneur Jomard, qui après avoir dit qu'il n'était pas totalement favorable à la mise en vigueur de la loi, en jugeait, et pour cause, l'application difficile, et se trouva en allié en la personne de Monseigneur Houry, archevêque d'Alger, invité par le gouverneur général avec une partie du clergé à participer au débat, et seront ainsi trouvés, je cite, « les tempéraments indispensables qu'exige la situation de l'Algérie, et qui sont de nature à sauvegarder l'avenir de notre colonie, notre, rarement possessif, n'aura mérité autant son titre. » La revendication de séparation, et c'est logique, devint celle des musulmans, comme l'association des oulémas, des nationalistes, comme Messali, des républicains, de la libre pensée en Algérie, qui regroupait sans distinction d'origine en son sein, comme on l'a vu dans les textes, y compris de 1956. Mais cette exonération de la loi ne fut pas sensible seulement en Algérie. La commission du régime des cultes pour les colonies, dite commission Dissler, du nom du conseiller d'État Paul Dissler, qui en était le responsable, laissa de fait en place législation antérieure en sorte qu'en 1932, la loi de 1905 écrit un recueil de droits, signé de Paul d'Arrest, n'est pas applicable aux colonies. Et pas davantage d'ailleurs les lois des 1er juillet 1901, du 4 décembre 1902, du 17 juillet 1904 sur les associations et congrégations. Dans les autres colonies, notamment en Indochine et à Madagascar, mais aussi aux Marquises. Un problème est celui des possessions considérables des missions, de leur personnalité juridique, de leur capacité à acquérir, à posséder, à aliéner des biens. Comme le dit l'article de Bernard Durand, que j'ai déjà mentionné, d'une part, parce que la richesse des missions peut contrarier la politique du gouvernement, et d'autre part, parce que de fait, les colonies sont souvent soumises à un régime, à un statut des cultes, qui, ignorant le régime intérieur à la 1905, rend superflu son introduction. Au passage, signalons que les missions ont largement utilisé le système du prête-nom sur leurs propriétés réelles, ce qui au passage, illustre bien la conscience qu'ils avaient du caractère illégal ou illicite de leur accaparement. Dans le cas précis et étudié par Kees Charles de l'Indochine, la Société des missions étrangères de Paris, en raison de ses acquisitions des terres et de ses liens avec le colonialisme, faisait des catholiques une cible privilégiée du ressentiment de nombreux villageois tonkinois.
parce que les missionnaires les considéraient comme des conflits religieux, alors que c'était des conflits fonciers. Ils mettaient en avant, en l'exagérant, l'influence du bouddhisme dans la résistance à la perte des terres villageoises, ranimant ainsi les inquiétudes de l'administration. Au départ, les lois laïques ne devaient s'appliquer qu'à la seule mission catholique. L'introduction du bouddhisme dans le débat, introduction créée par les missions étrangères, résulte d'une stratégie pour défendre les biens de l'Église face à l'administration française. Je cite, « L'application des lois laïques comportait le risque de conférer aux bonzes un statut légal selon la loi française et d'exposer l'administration au mécontentement des bouddhistes réclamant des terres villageoises contestées au nom du protectorat. » Le problème posé par le bouddhisme est un puissant motif pour se prononcer contre l'application des lois laïques au Tonkin, conclut Kees Charles. Appréciation qu'il faut rapprocher de celle de Rabeh Hachi, décidément, un islam libre de toute intervention étatique et de surcroît indépendant dans son fonctionnement aurait été une menace pour la domination coloniale. L'une et l'autre appréciation nous semble contenir un élément de vérité, mais un élément seulement. Menace pour la domination coloniale, oui, mais pas seulement, pour des raisons religieuses. Le problème qui était posé avec l'éventuel retour des terres à leurs anciens propriétaires, fût-il bien à bout ou communauté entre guillemets bouddhiste, était celui de l'expropriation des expropriateurs, pour citer Marx, donc de la fin du colonialisme. Charles Luteau, gouverneur général en Algérie entre 1911 et 1918, écrit « Toutes nos méthodes de gouvernement, toutes nos mesures d'administration depuis que l'Algérie a été déclarée française ont porté l'empreinte de ces principes d'acheminement vers le droit commun. Tout le colonialisme tient en ce mot, acheminement. Un jour l'égalité, un jour toujours renvoyé au lendemain. Or, quelle est la principale caractéristique de la 1905 ? La liberté de conscience, qui ne peut se fragmenter suivant les individus, alors que l'inégalité entre citoyens français et indigènes est codifiée et qu'elle justifie, si l'on ose dire, la colonisation. Cette liberté de conscience s'exerce dans la non-reconnaissance des cultes et dans leur non-financement. Mais accorder, ou plus exactement reconnaître, la liberté de conscience aux indigènes, entre guillemets, c'est les reconnaître comme citoyens, autonomes, majeurs. Mais s'ils sont majeurs, le droit à l'indépendance s'inscrit comme possible. La liberté de conscience est contradictoire au colonialisme. Introduire la loi de 1905 dans le système colonial aurait fait exploser ce dernier. N'est-ce pas, et je terminerai là-dessus, une manière de souligner la portée révolutionnaire de cette loi. Je vous remercie. Minuit sonne, un forgeron frappe le fer. C'était donc la conférence donnée par Jean-Marc Schiappa en 2018 à Tunis. Je vous donne maintenant rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, en direct depuis les studios de Radio Libre en Périgord, et ce sera donc lundi prochain, 23 décembre. Comme toujours, vous pouvez réécouter les chroniques du groupe Fred Zeller sur le site de Radio Libre en Périgord, dans la rubrique émission, podcast, à l'exception de la chronique de lundi dernier, qui avait un caractère très particulier. C'était une rediffusion d'un entretien donné sur la chaîne Le Média, donc un contenu externe que nous ne pouvons pas intégrer sur le site. Et pour les autres chroniques, bien c'est toujours sur le site donc de Radio Libre en Périgord. Et également sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr. À nos auditrices et auditeurs qui seraient intéressés par l'ouvrage de Jean-Marc Schiappa sur Gracchus Babeuf, je vous propose de vous mettre en relation avec le groupe Fred Zeller en écrivant à secrétaire@lpdordogne.fr. Et je vous annonce que le mois de janvier prochain, vers la mi-janvier, un nouveau livre de Jean-Marc Schiappa sera publié sur la Révolution française. Voilà, merci et à bientôt. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour lui
l'humanité.